Bon, eh bien, à nouveau, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde, entourée de 3 membres du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique de l'enseignement agricole. Alors, vous connaissez tous les 3 cette instance depuis ses débuts. Et je vous remercie d'abord de votre présence avec nous. Donc, avant de vous laisser présenter votre parcours, vous présenter et présenter votre parcours professionnel, je vais simplement vous resituer en quelques mots, puisqu'on en a discuté hier. Françoise, votre principal objet de recherche, c'est l'innovation en éducation et en formation. Catherine, vous définissez comme une généraliste de l'éducation dans laquelle l'innovation a été un fil conducteur. Et Jean-François, vous étudiez ce que le numérique fait à l'éducation. Alors, avant que nous débutions cette table ronde, je vais vous laisser développer votre parcours en quelques mots chacun. Et puis après, je planterai le décor en partageant avec vous les 3 questions auxquelles nos intervenants vont répondre, qui vont être le fil rouge de notre table ronde. C'est bien simple, Adeline, vous m'avez bien présenté depuis pas mal d'années, je ne dirais pas combien, mais mon objet de recherche est l'innovation pédagogique, et plus j'avance dans cette étude, et plus je trouve que c'est mystérieux, compliqué, très difficile à appréhender. Pour l'ancrage institutionnel, je suis encore actuellement au Conservatoire national des arts et métiers, dans le laboratoire qui s'appelle Centre de recherche sur la formation et qui travaille sur la formation des adultes. Ça va être un test pour le micro en même temps que je me présente. J'espère que... Ou il faut monter le micro parce que j'ai un peu une extinction de voix. J'espère que je serai audible au fond de l'amphi. Et je vous prie déjà de m'excuser de cette façon de parler. Voilà, c'est un incident technique. Bon, je me définis comme une praticienne de l'évaluation. J'ai connu l'innovation, je veux dire. L'évaluation aussi, d'ailleurs. J'ai connu l'innovation à ses débuts, il y a vraiment très longtemps, très très longtemps maintenant. Et je l'ai pratiquée dans différents cadres, comme professeur et puis comme... organisatrice, comme responsable de structure. Et mon dernier poste, puisque je suis maintenant à la retraite depuis le 1er septembre, était d'être directrice adjointe de l'Institut français de l'éducation. Voilà, alors moi, cela a été dit et bien dit, je travaille sur la médiation numérique dans l'éducation. Je dirige un laboratoire à l'Université de Poitiers, qui s'appelle Techné, Technologie numérique par l'éducation, université dont je suis également le vice-président chargé de la transition numérique. Merci à vous 3. Donc c'est à la lumière de vos fonctions différentes et de votre connaissance aussi du processus de l'innovation pédagogique que ce temps d'intervention est organisé autour de 3 questions. Alors, ces 3 questions étant liées, je vous propose que chaque intervenant y réponde successivement. Alors, après avoir parcouru certains ateliers, comme vous l'avez fait, puisque vous êtes avec nous depuis mercredi soir même, et avoir assisté à certains barcamps, quelles sont vos réflexions, impressions, observations sur les échanges auxquels vous avez pu assister ? La deuxième question, c'est du coup, au regard du thème général de nos rencontres aujourd'hui, conduite du changement et démarche collective, quels sont pour vous les grands enjeux qui en découlent pour l'enseignement agricole? Et enfin, compte tenu de votre expérience au sein du comité, que nous conseillez-vous, que conseilleriez-vous à tous les acteurs de l'enseignement agricole et plus spécifiquement, et oui, on attend beaucoup de cette table ronde, que conseilleriez-vous aux équipes de direction, aux équipes pédagogiques, à l'institution pour conduire l'innovation pédagogique? Merci beaucoup Adeline. Les questions sont effectivement, il faut les traiter en quelques minutes, ça va être assez difficile. On va relever le défi. Alors pour ce qui est des réflexions et observations, donc comme l'a dit Adeline, nous parlons à la fois de notre position et à la fois, la 3e question sera plutôt notre appartenance au comité national d'expertise. Alors en ce qui concerne les réflexions et les observations, moi j'ai trouvé qu'il y avait une très grande franchise et une spontanéité dans les témoignages.
au sein des ateliers qui était tout à fait intéressante, une forte implication des présents, mais peut-être avec une absence singulière d'ailleurs des enseignants. On avait une majorité d'encadrants, de personnes d'appui, et malheureusement, et c'est dommage, parce que cette interaction entre enseignants et personnes d'appui et encadrants aurait pu être peut-être enrichie. Bon, c'est une petite remarque de moi. Hein. Oui, il y en a dans la salle, hein, mais les 2 ateliers où je suis allée étaient largement minoritaires, donc je parle de ce que j'ai vu. Troisième remarque et réflexion, c'est qu'il y a vraiment une envie de parler de ces pratiques, de ce que l'on fait, à la fois des obstacles, des difficultés, mais avec un langage qui est quelquefois difficile à mettre en œuvre, parce qu'il est un langage de l'habitude, de ce que l'on fait routinièrement, et on a du mal à inventer. Peut-être qu'il faut trouver des mots nouveaux pour parler de l'innovation. Enfin, dernier point dans mes remarques et réflexions, c'est le niveau de l'innovation pédagogique. Et peut-être qu'on a... On n'a peut-être pas assez travaillé parce que nous n'avions pas le temps, hein. Ce n'est pas un reproche, mais le passage entre les innovations au niveau micro, au niveau méso et au niveau macro, je pense qu'elles ne sont pas de même nature, même si elles sont de degrés différents, je reprendrai la phrase de Patrick hier, et il y a peut-être des natures différentes selon les innovations, et on avait le sentiment qu'elles étaient toutes les mêmes, que finalement une innovation se vaut, qu'elle soit au niveau du ministère, au niveau d'un établissement, ou au niveau d'une pratique pédagogique dans la classe. On avait l'impression que c'était un peu la même chose. Je me dépêche, hein. Je ne vais pas prendre le temps sur mes collègues. Alors, le point de vue, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est le collectif. Hein, comme dans les questions d'Adeline, il y a le titre de nos rencontres, de nos 2e rencontres, « Démarche collective ». Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce que c'est que ce collectif? Est-ce que ce n'est pas une injonction pour cacher quelque chose qui serait beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile? J'en ai vu qui parlaient de réfractaires. D'ailleurs, quand j'ai demandé à 2 personnes ce que c'était qu'un collectif, une personne m'a répondu, eh bien, un collectif, c'est quand on s'y est mis à plusieurs. Et puis la 2e personne m'a dit, eh bien, un bon collectif, c'est un collectif bien dosé. Oui, d'accord, mais ça ne m'a toujours pas donné ce qu'était un collectif. Est-ce que c'est un groupe d'affinité, un groupe de référence, un groupe d'appartement? Est-ce que c'est la même chose qu'un réseau? Est-ce qu'il y a un engagement différent? Est-ce qu'il y a une impulsion? Est-ce qu'il faut qu'on marche tous au même pas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des impulsions différentes, des engagements différents, des rôles? Est-ce que c'est une sérialité de personnes qui ont des intérêts personnels différents? Enfin, tout cela, je pense, serait à creuser. Si on parle de démarche collective, encore faut-il savoir ce qu'est le collectif. Et donc ça, c'était mon point de vue sur le thème des journées et demie. Alors l'enjeu, il est pour moi fondamental. C'est que l'innovation est un processus, vous l'avez dit, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un processus de déprofessionnalisation du professionnel et de reprofessionnalisation. C'est-à-dire que c'est un processus d'apprentissage. Il faut perdre des représentations, comme l'apprentissage des jeunes, il faut perdre des représentations, il faut perdre des habitudes, il faut prendre des risques, penser autrement, agir autrement, pour se reprofessionnaliser. Et donc, on avance dans, je dirais, un processus de déprofessionnalisation, reprofessionnalisation. Et justement, l'enjeu pour l'enseignement agricole me paraît être celui-là, c'est-à-dire celui d'une formation continue grâce à l'innovation. Au fond, on n'a peut-être pas besoin de monter des dispositifs extrêmement compliqués de formation continue des enseignants ou des personnels, puisqu'il suffit juste de mettre en place des innovations. Bien sûr, de ne pas les laisser dans un air flottant, mais de les accompagner, de les encadrer, de les formaliser. Enfin, tout ce que nous avons dit dans la journée et demie, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, la troisième question qu'Adeline avait posée, quels sont les conseils? Alors là, je prends mon habit de comité national d'expertise. Alors, je crois qu'il faut peut-être faire attention aux effets de mode. On a tendance à naviguer finalement avec des effets de mode qui sont illusoires et qui cachent quelquefois, qui occultent des pratiques qui peuvent être contradictoires
qui peuvent être différentes, qui peuvent être d'ailleurs être re-questionnées, comme par exemple le réseau. Le réseau, c'est super, hein, le réseau, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Comment ça fonctionne? Par exemple, le collectif. Par exemple, la co-construction. Par exemple, la co-évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Bon, on a l'impression qu'il y a un implicite, on se fait un petit clin d'œil, on sait bien ce que c'est qu'une co-construction. Ben non. Moi, je demande à ce qu'on m'explique ce que c'est. Alors, l'autre point, c'est l'innovation. Je crois que l'innovation, elle est intéressante quand on la prend par son seuil d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que, moi j'ai entendu des gens tenir le discours d'innovation de rupture, un peu proche de ce qu'on pourrait appeler une révolution. Hein. On est là, il faut carrément casser j'allais dire casser la baraque. Mais je crois qu'il faut réfléchir à l'acceptabilité institutionnelle et sociale. Et ça, c'est un rôle des encadrants et des accompagnateurs. Quel serait le taux d'acceptabilité, sachant que le public auquel on s'adresse est un public très variable, différent, avec des intérêts différents, avec des intérêts contradictoires, avec des conflits. On en a et c'est nécessaire dans un collectif. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de contradiction, s'il n'y a pas ce qu'on appelle en sociologie des organisations un laboratoire d'idées, où on peut dire des choses qui ne sont pas celles de l'autre, hein, où il n'y a pas de censure collective. Je crois que là, ça pourrait être intéressant. Et dernier point, c'est celui de la communication de l'innovation. Je crois que Pollen est absolument merveilleux. Moi, je m'en sers, je ne veux pas dire quotidiennement, mais très souvent. Chlorophylle aussi m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais je pense qu'il y aurait une chose peut-être à ajouter, c'est celle de l'évaluation des effets de pollen et de chlorophylle. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que ça produit, non pas en termes d'intérêt, en termes de nombre de consultants, mais en termes d'effet sur sa propre pratique professionnelle. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à creuser. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, c'est moi qui prends le relais. Alors, sur les impressions, j'en développerai 3. Tout d'abord, ce qui m'a frappé dans les 2 ateliers auxquels j'ai participé, et puis par les échanges que j'ai eus au cours de ces 2 journées, c'est la qualité des projets présentés et leur cohérence. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on a dépassé l'époque du projet pour le projet, que j'ai connu, comme je l'avais dit. On est vraiment dans une démarche où il y a une analyse, des objectifs qui sont posés, des actions qui sont raccordées à ces objectifs, et où le sens de ces actions est non seulement recherché, mais aussi travaillé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est quand je parle de cohérence, c'est la volonté que j'ai vue de traiter les problèmes dans leur complexité, dans leurs différentes dimensions, et de manière la plus globale possible, ce qui a des incidences souvent sur la construction d'un collectif autour d'un projet. Deuxième remarque, c'est la qualité des échanges au cours des ateliers et l'intérêt des professionnels qui étaient dans ces ateliers pour les projets qui étaient présentés. On le voyait par les questions qui étaient précises, qui étaient déjà documentées, qui étaient finalisées. On avait un peu l'impression que chacun, en posant la question, en écoutant la réponse, se demandait déjà comment il pouvait utiliser des éléments qui étaient présentés dans son propre contexte professionnel. Pour moi, ces ateliers, au final, ont bien montré que l'évaluation dans l'enseignement agricole, l'innovation dans l'enseignement agricole, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une culture. C'était la démonstration de cette culture. Enfin, le 3e point auquel j'ai été sensible, c'est la variété des innovations proposées. Il y avait des innovations que j'appellerais petits pas. On change une petite chose et d'un seul coup, on s'aperçoit que ça a de véritables effets. On change la façon de poser une information sur un carnet de correspondance ou une appréciation. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que finalement, ça change le climat, ça change un certain nombre de choses que l'on peut décrire. Je crois qu'il ne faut pas négliger ces petites innovations relatives, parce qu'il faut même les rechercher. Parce que quand on a une petite chose qui produit un grand effet, c'est économique et performant.
Mais on a aussi de grands bouleversements, des grandes innovations où on passe du cours inversé, où on modifie l'espace, où on modifie le temps, et ce qui nécessite effectivement beaucoup plus d'organisation. Donc on voit bien, au final, que l'innovation est un concept très relatif. Et j'en viens aux enjeux. Mais finalement, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Ce qui est innovant pour certains ne l'est pas du tout pour d'autres, même au sein d'une équipe. Mais est-ce que c'est important? Dans la mesure où j'adhère totalement à ce que Françoise a dit sur le fait que l'innovation est un processus et que l'enjeu, c'est que ce processus amène du progrès et amène de la formation. Parce qu'au fond, quand on parle d'innovation, on parle au départ, il y a un problème à résoudre. Alors moi qui suis mathématicienne, je dois dire que le mot problème ne me fait pas peur. Je peux même dire que parfois il me réjouit. Et je trouve que se dire qu'on a un problème professionnel à résoudre, et finalement c'est notre métier. On passe d'un problème à un autre, on résout un problème après un autre. Et finalement, quand on a à résoudre un problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ou bien il y a déjà des techniques qui ont été, ou des méthodes qui ont été éprouvées, qui sont connues, peut-être pas forcément par l'équipe, et dans ce cas-là, on va les chercher. Bon, très bien. Ou bien, on va les chercher, et souvent, la zone d'innovation, c'est de les adapter au contexte, parce on sait bien, il n'y a jamais une solution qui s'applique à tout le monde, partout, pareil. On peut aussi les simplifier, parce qu'il y a parfois de beaux projets, de belles méthodes, mais qui sont tellement compliquées qu'on dit on les prendrait bien, mais essayons d'abord de les simplifier. Tout ça, pour la résolution de problèmes mathématiques, c'est un peu pareil. Ou bien il n'existe rien, ou rien qu'on connaît. Et dans ce cas-là, il faut inventer. Et dans ce processus de création, alors là, oui, on fait avancer. On fait avancer l'intelligence collective du groupe qui travaille, mais on fait aussi avancer, d'une façon plus générale, la pédagogie. Et puis quand on trouve, il faut rester humble, parce qu'on résout rarement l'intégralité du problème, on résout une partie du problème. Et alors, c'est parfois le fait de faire un petit pas qui permet d'accéder ensuite au suivant. Et ainsi d'aller, donc ça pour moi c'est un véritable enjeu. Et comme les problèmes qui résistent sont des problèmes la plupart du temps complexes, il n'est pas étonnant qu'on cherche un collectif pour les travailler. Mais un collectif, ça s'organise. Il faut un cadre, et ça a été dit assez souvent, un cadre qui est la plupart du temps un cadre temporel. Il faut du temps, il faut avoir du temps d'échange confiant. Il faut des objets. Sur quoi le collectif va-t-il travailler? L'analyse, la construction, l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un apprentissage. Comment on crée un collectif dans un établissement? Il ne faut pas penser, là aussi je te rejoins, que cela va de soi. Il faut un apprentissage au travail collectif et ça rejoint une question de formation. Mais il faut aussi que ce collectif n'exclue pas des champs d'innovation. Et en particulier, il ne faut pas qu'il empêche de traiter toutes les questions qui sont liées au moment de travail où quand même l'enseignant est seul dans sa classe entre des élèves, des connaissances et puis un programme. Enfin, voilà. Il y a un moment où il est là. Et c'est aussi un champ d'innovation qu'il faut explorer. Et là, il faut penser que comment le travail collectif peut permettre ce travail-là, peut-il le faire d'ailleurs. Enfin, j'en viens à la question des conseils. Alors, c'est toujours difficile de conseiller. Il y a peut-être quelques conditions de réussite qui sont finalement assez banales, mais qui ont été évoquées à différentes reprises. La première, je dirais, il faut rendre l'innovation ordinaire.
lui donner un cadre pour se développer, pas simplement collectif. Alors on voit bien qu'au niveau national, il y a des journées, au niveau régional, il y a des journées, il y a des sites, il y a des référents, innovation. C'est-à-dire qu'il y a déjà une structure qui, depuis quelques années dans l'enseignement agricole, s'est mise en place et qui fonctionne. Cette étape est déjà faite. Mais il faut aussi, au niveau local, peut-être déjà s'autoriser à faire quelques erreurs. Et après tout, ça nous permettra peut-être aussi d'autoriser les élèves à en faire. C'est-à-dire créer les conditions de confiance au niveau local pour que puissent se développer des choses nouvelles, des analyses nouvelles, et un travail qui soit dans la banalité du quotidien. Il y a une autre chose, un autre peut-être conseil, c'est la question de la diffusion des connaissances. On voit bien que si on a un problème à résoudre, je reviens à mon histoire de problème, il faut déjà connaître tout ce qui existe. Connaître les différentes méthodes qui ont été éprouvées. Mais aussi, il faut connaître les résultats des autres évaluations. Et là, on touche la question de la formation initiale et la question de la formation continue et de l'accompagnement. Mais ça touche évidemment la question de l'évaluation. Comment on évalue? Et c'est une question qui n'est pas nouvelle. Hein. Depuis le début de l'innovation, on se pose la question de l'évaluation. Si elle résiste, c'est évidemment qu'elle est compliquée. Ce que j'ai entendu dans les ateliers, c'est j'ai vu des situations où on évaluait bien que ce qu'on avait prévu, qu'on faisait bien ce qu'on avait prévu qu'on ferait. C'est-à-dire où les actions étaient bien posées, où les repères sur l'avancée de ces actions étaient posés. Mais dans la mesure où le problème, au fond, c'est toujours un problème d'apprentissage, au final, il faut quand même se poser la question des effets de ces innovations sur les apprentissages. Et c'est là que ça se complique. Mais on peut aussi simplifier. Bien sûr qu'on peut faire de grandes enquêtes. On peut mettre en branle, on a des stratégies, mais qui sont lourdes. Mais on peut aussi se dire que, ma foi, quand un groupe d'enseignants est d'accord pour dire que telle innovation a permis, par exemple, de travailler tranquillement pendant 3 mois, que ce n'est pas un seul professeur qui le dit, mais c'est un groupe d'enseignants qui le dit, eh bien, considérons que c'est déjà un succès. Et notons-le comme un succès. Et il faut le faire savoir. Alors, le faire savoir, ça veut dire qu'il y a encore 2 questions. La question de la diffusion. La question de la diffusion, et puis je donnerai l'autre après. La question de la diffusion, c'est... Alors, il y a bien sûr des choses qui ont été prévues, qui sont déjà là. Mais elle touche beaucoup le système de formation, parce que ce n'est pas une équipe qui peut décréter toute seule qu'elle va diffuser son travail. Mais en revanche, si 50 équipes travaillent sur l'évaluation des élèves, alors il y a des gens dont c'est le métier d'analyser les résultats de ces évaluations. Ça peut être les chercheurs, ça peut être les formateurs, en formation initiale, en formation continue, les accompagnateurs. Eux peuvent peut-être faire des synthèses. Et quand une équipe, une autre équipe, va vouloir travailler sur l'évaluation, ils pourraient peut-être dire, voilà, dans l'enseignement agricole, sur peut-être même dans l'éducation nationale, sur l'évaluation des élèves, on a tenté telle et telle chose et ça a produit tel ou tel effet. C'est-à-dire que là, je pense que si on parle de diffusion, on veut faire un pas de plus dans la diffusion de l'innovation, il faut peut-être repenser une nouvelle dimension des métiers de formation à quelque niveau que ce soit et d'inspection. Dernier point, c'est une question qui m'a frappée. Où est l'élève? On travaille pour lui. C'est un usager au bon sens du terme. Mais je n'ai pas vu, dans les ateliers où j'étais, une association de l'élève à la conception de l'innovation
à sa régulation et d'une façon plus générale à son évaluation? Est-ce qu'on ne peut pas faire un pas de plus dans certains cas, avec toute la prudence nécessaire? Est-ce que les élèves n'ont pas quelque chose à nous dire dans cette démarche d'innovation? Alors je vais conclure, c'est mon dernier point, qui est complètement personnel et fondé sur mon expérience, à la fois de membre du comité, mais et puis aussi de toutes les visites que nous avons faites. Je voulais vous dire une chose, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez faire confiance aux gens qui vous entourent. Vous avez suffisamment de techniques pédagogiques pour être créatif. Vous avez suffisamment d'expérience pour être rigoureux. Vous avez suffisamment de métiers, d'intelligence individuelle, d'intelligence professionnelle, individuelle et collective pour être audacieux. Faites-vous confiance. Bon, j'enchaîne ? Ouais. Donc, merci d'abord pour ces 2 journées très intéressantes, très agréables. Je vais vite là-dessus, mais le cœur y est. 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, 3 questions, pas tout à fait simples. 5 minutes de plus seront possibles. Donc, je vais passer de 100 secondes par question à 200 secondes. Et vous savez, hein, ma thèse en 180 secondes, voilà, eh bien, c'est mon expérience de cette rencontre en 300 ou 600 secondes. Donc, et que je vais essayer de résumer en essayant de faire le bon élève qui répond à la question posée. Non, je n'ai pas dit que vous n'avez pas répondu non plus. Non, j'avais prévu de dire ça avant de vous écouter. Donc, par une remarque, un enjeu et 3 propositions. Pas conseil, plutôt proposition. Donc la remarque, c'est la réponse à la première question sur les ateliers. J'ai participé à 2 ateliers, les 9 et 10, qui sont des ateliers dont les thèmes correspondent ou correspondaient à mon champ de recherche que j'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, ça, je peux témoigner, comme il a été fait précédemment, de l'intérêt de ces ateliers, en particulier parce que ces ateliers rendent compte de la volonté et de la capacité des acteurs de terrain, quelle que soit l'échelle à laquelle on les considère, pour prendre des initiatives et pour élaborer des projets qui, moi, m'ont semblé, comme il m'avait semblé d'ailleurs à Toulouse, souvent très ambitieux, donc avec beaucoup de prise de risque, et des projets avec leur réussite et avec évidemment aussi leurs difficultés. Et je crois que ce qui est important, en tout cas ce qui m'a frappé là, c'est que non seulement ça témoigne de la capacité, encore une fois, des acteurs de terrain à monter des projets, à les réaliser, mais le fait d'en témoigner ici, ça témoigne de la capacité de la communauté d'enseignement agricole à s'interroger collectivement dans le cadre de ces rencontres et sans doute bien au-delà de ça. Alors ma remarque, puisque j'ai lancé une remarque, elle concerne le statut des techniques numériques dans les projets, les 4 projets, enfin les 3 projets et demi qui ont été présentés dans les 2 ateliers auxquels j'ai participé, sachant que ces techniques numériques, on le sent bien aujourd'hui, c'était vrai il y a 2 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, elles entrent massivement dans les établissements scolaires via les projets des établissements, mais pas seulement évidemment, elles entrent aussi, peut-être plus massivement encore, dans la poche ou dans les poches des élèves, ou celles des enseignants bien sûr. Et dans les témoignages, il y a la trace d'un double mouvement. Le double mouvement est le suivant. Il y a ce que l'on cherche à faire, ce que vous cherchez à faire du potentiel de ces techniques au service d'activités d'apprentissage nouvelles, plus efficaces, plus efficientes. Ça, ce sont des moyens inédits que vous vous appropriez et que vous cherchez à mobiliser, que vous mobilisez. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et puis, il y a aussi l'autre mouvement. Et l'autre mouvement, et c'était la façon dont Adeline m'a présenté tout à l'heure pour mon thème de recherche, c'est ce que les technologies numériques ou les techniques numériques nous font. Et on sait que la disponibilité permanente des équipements connectés, personnels, notamment pour les élèves, transforme leur comportement. Et
on peut l'analyser un petit peu plus précisément, même si c'est très rapide, changent leur comportement dans des dimensions qui sont très liées à ce qui se passe dans une institution éducative. C'est-à-dire changent leur rapport à l'information et à la connaissance. Si ça n'est pas au cœur du fonctionnement et des projets des institutions éducatives, changent leur rapport à autrui et à eux-mêmes, changent leur rapport au temps et à l'espace, et changent, et c'est peut-être plus important encore, leur rapport à la production, à la création et à la créativité. Donc j'ai observé dans ces ateliers, avec encore une fois les projets qui ont été présentés par les animateurs, mais aussi par ceux qui ont été décrits par les participants aux ateliers, que toutes ces, moi je préfère dire ces inventions pédagogiques, elles sont réalisées en tension entre ces deux mouvements, ce qu'on peut faire des techniques et ce que les techniques nous font. Ça, c'est ma proposition de réponse à la première question. L'enjeu. Alors, je souhaite m'arrêter sur un enjeu d'ordre politique. Bon, j'ai beaucoup plus l'occasion de travailler avec l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale qu'avec vous. Enfin, c'est plutôt une question de proportion et d'échelle entre les deux systèmes. Mais j'aime beaucoup le slogan qui a été adopté par le ministère de l'Éducation nationale pour lancer son plan numérique pour l'école. Donc vous le connaissez, j'imagine, l'école change avec le numérique. Je trouve très très intéressant. Et on peut l'élargir, je ne pense pas non plus qu'au numérique, mais quand même. Et on pourrait le traduire, plutôt que l'élargir, à une échelle plus générale par l'école doit changer avec les changements du monde. Ça a été dit par le doyen de l'inspection tout à l'heure. Et parmi les raisons d'innover, ce qui était une des questions traitées de plusieurs façons hier matin, et aussi dans les ateliers finalement, les évolutions sociétales, sociales et culturelles constituent déjà de véritables obligations de changement. Donc c'est une innovation par contrainte de changement. Il s'agit au pire de s'adapter, et au mieux, et c'est manifestement ce qu'on essaie de faire ici, d'en profiter. Et c'est un moteur qui est de cet ordre-là, à cette ampleur-là, à cette échelle-là, sociétale, de l'innovation. Il est donc collectif, l'innovation ne peut être que collective pour cette raison-là. Je vais pointer un enjeu particulier à l'intérieur de cette dimension-là. C'est que la difficulté, c'est comment ne pas oublier le rôle singulier des individus dans un processus qui est collectif. On a beaucoup parlé des collectifs, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les individus. Alors on peut, c'est un aphorisme peut-être un peu inadapté, mais on peut avancer qu'il pourrait être utile de considérer que les intérêts particuliers, donc des individus, ne sont jamais mieux servis que lorsque l'intérêt général l'est d'abord. Et s'interroger au sens que ça peut prendre dans notre contexte. Ce qui veut dire qu'il reste à définir que sont ces intérêts particuliers, ceux des enseignants, et pas que des enseignants, tous les acteurs, et quel est l'intérêt général. On sait que le débat est compliqué, mais il est nécessaire. Je pense qu'il faut prendre la peine de le mener. Et on peut le rapporter au débat philosophique historique, quelque part, entre le contrat social de Rousseau et, je vais détailler un tout petit peu, la main invisible du marché d'Adam Smith. Et on le sent ici, en tout cas moi, comme témoin, je le sens bien, je la sens bien, cette dialectique dans ces rencontres. Et elle est vive, avec d'un côté une vision que vous ne cessez de défendre et que vous ne cessez de dénoncer, tous, d'un bout à l'autre de votre institution, et qui est cette dimension sociale de l'éducation, de votre attachement à cette dimension sociale de l'éducation. Et d'un autre côté, on sent bien dans tous les projets et dans tous les discours, au moins pour les filières les plus proches de l'emploi, mais je pense de façon plus générale, la pression politique des marchés. Et là, l'enjeu, de mon point de vue, c'est la clarté de l'énoncé des options politiques. C'est-à-dire l'expression, alors de façon très générale, c'est un peu pompeux de le dire, mais je pense que c'est vrai aussi, l'expression concrète et précise de ce que la nation attend de l'enseignement agricole. C'est-à-dire si ça n'est pas dit de façon explicite, alors ce n'est pas une garantie du succès de l'innovation, ça, mais je pense que c'est une condition du succès de l'innovation. Donc voilà où je place l'enjeu politique que j'ai choisi d'énoncer. Et pour le troisième volet, la troisième question, les conseils qui seront des propositions,
Donc je me sens évidemment très incompétent pour donner des conseils. Et quand on dit qu'on va donner des propositions, c'est en fait un peu la même chose quand même, c'est juste une précaution de langage, il faut bien l'avouer. Je vais le faire de façon un peu analytique sur un point particulier qui me semble être une difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés dans nos vies en général et dans notre vie professionnelle en particulier, et qui est cette difficulté liée à l'accélération des transformations techniques, sociales et culturelles. Alors, accélération qui fait l'objet de beaucoup de travaux scientifiques. Enfin, vous connaissez peut-être, sinon je vous invite à le lire, Hartmut Rosa, qui a théorisé l'accélération de la société, l'accélération des transformations de la société. Et elle nous pose, cette accélération, je crois, toutes sortes de questions pour l'innovation, mais 3 que j'ai retenues ici pour pointer les questions et faire des propositions pour avancer un peu par rapport à elle. La première question, c'est une sorte de paradoxe. Cette accélération n'est-elle pas un obstacle à l'innovation? On pourrait penser le contraire. Cette accélération n'est-elle pas un obstacle à l'innovation? Pourquoi? Parce que cette accélération implique la perte de temps, beaucoup de perte de temps, et en particulier le temps dont nous aurions besoin pour innover. C'est-à-dire l'accélération comme un processus qui inhibe finalement l'innovation. Donc la question du temps et du temps professionnel est posée, elle est centrale pour l'innovation. Et donc ma première proposition, c'est donner du temps aux acteurs de l'innovation. Ça, j'en étais sûr. C'est pas facile, hein, mais c'est vraiment une question importante. La deuxième question, qui est liée à l'accélération toujours, c'est que l'accélération fabrique des spécialistes. C'est un processus qui fabrique de la spécialisation. Alors que l'invention pédagogique, elle requiert la mobilisation de compétences diverses et complémentaires. Donc comment est-ce qu'on peut tenir ces deux bouts-là? Être très spécialiste et à la fois avoir une approche très holistique. Donc cette accélération, elle invite à repenser le périmètre des acteurs qu'il faut réunir pour être créatif et inventif. On a beaucoup dit partout depuis hier matin qu'il fallait collaborer, mais je pense qu'il faut ajouter qu'il faut créer les conditions. Elles sont souvent réunies chez vous, hein, mais quand même, il faut le dire, créer les conditions de collaboration intercatégorielle. Alors je pense, chacun le voit avec son bout de lorgnette à lui, hein, son point de vue. Moi, je le vois comme, par exemple, la participation de la recherche à l'innovation, mais la participation de tout le monde à l'innovation. Et donc, ma deuxième proposition, c'est favoriser la mixité des compétences dans les équipes projets. Et puis, troisième question, et j'en terminerai là, l'accélération. Je vais revenir d'une autre façon sur un point déjà évoqué tout à l'heure en début de session plénière. L'accélération accentue les problèmes de synchronisation entre l'évolution des pratiques de terrain et celle de leur cadre institutionnel de référence, avec sa traduction, la traduction du cadre, hein, en termes de stratégie, d'objectifs et de normes. Alors ça a été montré dans les... Alors, il y a eu un thème récurrent d'une discussion vive, forte, qui aurait pu se prolonger pendant des heures, des jours et plus, dans les 2 ateliers auxquels j'ai pu participer, avec plaisir. C'est la discussion autour de l'utilisation de Google Suite Éducation. Vous voyez comment la question... ce point illustre la question que je pose. Mais ça a été aussi, il y a de nombreux autres exemples, hein, comme le recours aux techniques numériques pour l'évaluation quand elle est certificative. Et beaucoup d'autres exemples pourraient être donnés. Donc ma troisième proposition, c'est la plus difficile, c'est le vrai défi, c'est que pour que l'innovation puisse se réaliser, il faut que l'institution veille au meilleur aliment possible du discours politique, des normes institutionnelles et de l'espace de liberté ouvert aux initiatives de terrain. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous 3 de vos interventions. En quelques mots, avant de laisser la parole à Luc Maurer, je retiendrai tout d'abord vos retours positifs qui reconnaissent la dynamique qui existe et qui se poursuit d'innovation dans l'enseignement agricole. Et puis, vous avez donc attiré notre attention, peut-être que je retiendrai deux points essentiels. Le premier, c'est les conditions de succès
de l'innovation pédagogique au cœur de notre communauté éducative, avec différentes conditions, notamment la nécessité peut-être d'une vision claire qui est attendue de l'enseignement agricole, la nécessité de créer un collectif. Alors vous avez parlé de mixité, mais aussi peut-être un collectif qui se met d'accord sur une base commune, un socle de valeurs communes qui serait le terreau de ces projets d'innovation. D'accorder également toute la vigilance nécessaire à l'équilibre entre le collectif et l'individu. Et puis un deuxième grand point que vous avez filé tous les trois, c'est l'enjeu essentiel de la formation continue et initiale de la communauté éducative, qui permettrait d'aborder l'innovation comme un outil, un moyen qui implique de fait une nécessité d'évaluation également. Je vous remercie de vos interventions. Bravo, merci.